Alors maintenant, il ne s'appelle plus, je ne sais pas comment, Canada. En tout cas, là, chez nous, dans notre service, il s'appelait Karl. Donc Karl, 42 ans. Et je vais vous rapporter 2 expériences cliniques pour que vous voyez combien il est difficile, quand on parle d'hépatite C aiguë, de faire la différence entre une réinfection chez un patient qui a déjà été traité et guéri et un échec de traitement chez quelqu'un qui a été traité et chez lequel le traitement n'a pas été efficace. Donc justement, Karl, 42 ans, il est infecté par le VIH depuis 1998, il est contrôlé sous Triumec et il fait un premier épisode d'hépatite C aiguë en février 2016 d'un génotype 1. Il n'a pas eu de clairance spontanée à 3 mois. Il est donc traité à partir de septembre. 1 mois après le début du traitement, il a une charge virale hépatite C indétectable. À l'époque, on faisait encore, chez certains patients, des charges virales 4 semaines après l'initiation du traitement. Et puis, donc, il a été traité pendant 3 mois. Et puis, 1 mois après la fin du traitement, il a une charge virale qui est indétectable. Donc, on se dit c'est un très bon marqueur pronostic de la guérison de l'hépatite C. Et malheureusement, lors de l'évaluation de la guérison, 3 mois après la fin du traitement, il a une charge virale qui est positive. Donc, à votre avis, donc, je vais vous demander après ce que vous pensez de ce patient. Deuxième cas en parallèle, Christophe, 33 ans, un patient qui, lui, n'est pas infecté par le VIH. Il est suivi dans un centre de santé sexuelle pour une mise sous PrEP à partir de janvier 2017. Il est mis sous PrEP continue, il a des conseils de réduction des risques. Et à la visite à M6, les transaminases sont supérieures à 4N et effectivement, il a une hépatite C aiguë, cette fois-ci de génotype 4. On lui initie un traitement de son hépatite en juillet 2017. 3 mois après la fin du traitement, qui lui aussi était 3 mois, il a une réponse virologique soutenue, donc une guérison. Et puis dans le cadre du suivi de sa PrEP, il a une nouvelle PCR qui est faite donc 6 mois après la fin du traitement et cette PCR est positive. À votre avis, Karl, il est en rechute ou il est en réinfection? Qui dirait rechute? Ok, une personne au fond, peut-être 2. Qui dirait réinfection? Une personne. Les autres, vous ne savez pas trop. Toi, tu dirais quoi? Est-ce que quelqu'un peut arrêter le téléphone c'est possible là, d'arrêter? Ça y est, c'est fait. Non, c'est pas arrêté. Alors, tu Est-ce penses qu'on peut à un l'arrêter, échec? s'il vous plaît? Alors, Christophe, lui, qui était en guérison, et 3 mois après, enfin en tout cas en RVS 12, réponse virologique soutenue, RVS 12 pour 12 semaines après la fin du traitement, et qui, en RVS 24, donc évaluation de la RVS 24, est de nouveau positif. Rechute ou réinfection? Alors, réinfection. Donc, vous dites le premier cas, à votre avis, c'est plutôt une rechute, et le deuxième cas, c'est plutôt une réinfection. Et bien, en fait, c'est très difficile de savoir comme ça. Et en fait, Karl, c'était une réinfection précoce. Et Christophe, c'était une rechute tardive. Alors, Karl, en échec thérapeutique, positivation de la charge virale qui intervient seulement 2 mois après une RVS confirmée S4. Christophe M qui présente une réinfection. Ou en l'état des données, vous ne pouvez pas conclure. Effectivement, avec ce que je vous ai donné, les informations que je vous ai données, vous ne pouviez pas conclure. Je reprends la définition d'hépatite C aiguë. Le diagnostic de certitude. Soit les anticorps anti-VHC sont positifs alors que ces anticorps étaient négatifs dans les 6 mois précédents. Soit la charge virale est positive alors que la charge virale était négative ou les anticorps étaient négatifs dans les 6 mois précédents. Ou on peut aussi utiliser un nouveau outil diagnostique qui s'appelle l'antigène du corps de l'hépatite C, quand c'est disponible, mais on commence à pouvoir l'utiliser de plus en plus. Ou alors, cet antigène et la charge virale ou les anticorps sont négatifs dans les 6 mois précédents. Et ensuite, quand on ne peut pas avoir ces outils diagnostiques virologiques, on peut utiliser des critères qui vont être plutôt cliniques, en tout cas biologiques, charge virale qui est positive, avec une augmentation des ALAT, donc supérieure à 10N ou supérieure à 5N quand les ALAT étaient normales dans les 6 mois précédents.
Mais il faut bien sûr qu'il n'y ait pas d'autres causes d'hépatite. Hépatite, syphilis, médicamenteuse, etc. Et c'est vrai que chez ces patients-là, toute augmentation des alates, un patient qui a de multiples risques d'exposition sexuelle, toute augmentation des alates ne veut pas forcément dire hépatite C. Il faut aussi chercher en particulier les chlamydia ou la syphilis. Alors, pour vous redire, et après je reviendrai, comment on fait la différence entre réinfection et rechute. Donc, il faut savoir que l'hépatite C, c'est encore une épidémie qui est très dynamique. Donc, vous voyez 1,75 million de nouvelles infections par an. Donc, on est encore loin de l'éradication. On parle beaucoup d'éradication-élimination, mais on en est encore loin. Les 2 modes principaux de transmission dans le monde entier restent l'usage de drogue. Donc, nous, on va beaucoup parler du risque sexuel, mais il ne faut pas, bien sûr, oublier l'usage de drogue, qui est vraiment le moyen de transmission le plus important. Et puis, bien sûr, la transmission nosocomiale. Je vous rappelle juste la prévalence, 75 millions de personnes infectées. Peut-être un petit focus sur les régions qui sont les plus à risque. Donc, vous voyez, la région méditerranéenne et surtout l'Est, tout ce qui est le Pacifique Ouest, région européenne. Et puis ensuite, on trouve, alors, en termes de prévalence, donc de nombre de patients à traiter, l'Afrique est une région qui est un peu plus loin en termes de personnes, en termes de nombre de personnes. Un petit mot sur l'hépatite C aiguë en France. Donc, vous voyez que ce que vous avez en vert foncé, c'est l'hépatite C aiguë. Donc, là aussi, usage de drogue très important, transmission nosocomiale, mais on voit apparaître en 3e facteur de risque la transmission sexuelle, et en particulier chez les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Cette épidémie d'hépatite C aiguë, en Europe, est en pleine augmentation, et donc c'est ce que vous voyez sur la gauche, entre 2002 et 2013, on voit une augmentation continue du nombre d'hépatite C aiguë, et quand on regarde les facteurs de risque de séroconversion de l'hépatite C, alors là je vous ai entouré tout ce qui était positif, donc vous voyez les régions, mais surtout hétéro versus MSM, donc HSH, avec le fait d'être hétéro qui est un facteur protecteur, donc le fait d'être HSH qui est un facteur de risque assez conséquent d'acquisition de l'hépatite C. Un petit mot sur l'hépatite C aiguë en France. Donc c'est une grosse cohorte qui est tirée d'un logiciel qui permet de suivre les patients. Donc c'est un logiciel de suivi des patients où toutes les données ont été agrégées. C'est le logiciel NADIS, pour ceux d'entre vous qui exercent en France. Donc ces données ont été montrées à la CROI, et vous voyez que les premières infections par l'hépatite C augmentent de façon très importante entre 2012 et 2016, et surtout de façon importante, en particulier chez les HSH. Donc si vous deviez être convaincu que c'est un groupe qui est particulièrement à risque d'hépatite C aiguë, ces données-là vous le confirment. Et quand on regarde l'ensemble des infections, que ce soit les premières infections ou les réinfections, on voit aussi que le risque est très élevé. Alors, comment faire la différence justement entre échec thérapeutique et réinfection? Donc, c'est vous qui allez me dire. Vous allez déterminer le génotype du virus dans un premier temps. Donc, rechute ou réinfection, qui détermine le génotype du virus? Donc ça, on se place dans le cas où un patient avait une première infection hépatite C, il a guéri, ou il a été traité, soit guéri spontanément, soit traité, il refait une hépatite C. Vous déterminez le virus dans un premier temps, le génotype, oui, majoritairement. Vous effectuez une analyse phylogénique si le virus est différent, donc si le génotype est différent, oui ou non? Les génotypes sont différents, vous faites une analyse phylogénique? Non. Ok. Vous effectuez une analyse phylogénique si le génotype est semblable. Ok. Et vous demandez une recherche de mutation de résistance au DA dans un premier temps. Non? Donc effectivement, vous déterminez le génotype du virus dans un premier temps. Parce que si le génotype est différent, vous avez la réponse à votre question, ce n'est pas une rechute, c'est forcément une réinfection. Évidemment, si le génotype est le même, vous n'allez pas tout de suite conclure à une rechute. Parce que le génotype peut être le même, mais on peut faire 2 infections par hépatite C aiguë, par exemple de génotype 1A, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est le même virus, ça peut être une autre souche virale. Donc c'est dans ce cas-là que vous ferez une analyse phylogénique.
Donc vous avez ici l'algorithme de la conduite à tenir devant une reprise de réplication virale après traitement. Donc ça vous reprend ce que je viens de vous dire. Si le génotype est le même, il faut faire une analyse phylogénique. C'est uniquement l'analyse phylogénique qui vous dira si c'est une rechute, auquel cas l'analyse phylogénique vous montrera 2 virus semblables, ou si c'est une réinfection, parce que l'analyse phylogénique vous montre qu'il y a 2 virus différents. Et évidemment, si le génotype est différent, c'est forcément une réinfection. Alors finalement, vous vous rappelez, ce patient, il avait fait une première hépatite C aiguë avec un génotype 1A, et là, vous avez fait un génotype, et c'est un génotype 2, donc c'est vraiment une réinfection. Donc, vous avez une réinfection. Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez 3 mois pour voir s'il y a une clairance spontanée du virus, avant de vous poser la question de traiter. Qui va attendre 3 mois? Personne. OK? Ça veut dire qu'éventuellement, vous attendriez moins longtemps? Qui attend pour retraiter que le patient soit à un stade fibrose au moins F2, c'est-à-dire qu'il ait évolué vers la chronicité, que son foie commence à être malade? Non? OK. Vous attendez pour retraiter de voir si la charge virale baisse de moins 2 log à 1 mois. Qui attend? Vous retraitez immédiatement. Donc majoritairement, vous retraiteriez immédiatement. Alors, 2 possibilités, en fait. Vous retraitez immédiatement, effectivement, on peut se dire quand même, c'est logique, si le patient est très à risque. Si on ne le traite pas immédiatement, il va contaminer beaucoup de ses partenaires. Parce que dans l'espace de 1 mois, on a vu tout à l'heure avec le patient de l'actuel, combien de partenaires il avait eu en 1 mois? C'est 30 en 3 mois. 30 en 3 mois, voilà, donc au moins 10 par mois. Donc ça peut être 10 personnes potentiellement contaminées. Donc évidemment, retraiter immédiatement. Mais c'est vrai qu'on a des arguments pour des patients qui ont peut-être moins de partenaires d'attendre parce que effectivement, on a bien montré, et cette étude est très jolie, c'est une étude qui a été faite en Allemagne, une étude multicentrique observationnelle, 467 patients. On a vu que la clairance spontanée était très faible, elle est uniquement de 11%, 11,9, 12%, alors que la grosse majorité, plus de 88% des patients, vont devenir chroniques. Donc on se dit attendre, pourquoi faire, puisque le pourcentage de clairance spontanée est très faible. Et ce qu'ils ont regardé dans cette étude, c'était les facteurs prédictifs de la clairance spontanée. Et le seul facteur qui ressort de façon significative, c'est la baisse de 2 log de charge virale hépatite C à 4 semaines du diagnostic de l'hépatite C. Donc, on peut se dire que ces patients-là, dans leur grande majorité, s'ils ont une baisse de 2 log, ils vont guérir. Donc, si on n'est pas dans un contexte de fort risque de transmission, par exemple quelqu'un qui n'a plus ou très peu de transmission sexuelle, de rapports sexuels et qui s'engage par exemple à mettre un préservatif, peut se dire qu'on peut attendre 1 mois et qu'1 mois, c'est pas non plus très long. Donc l'algorithme de décision qui a été publié l'année dernière en France, mais peut-être qu'on va revoir ça pour les patients infectés par le VIH. Une fois que le diagnostic d'hépatite C aiguë est fait, on regarde donc la charge virale de base, et si à 4 semaines il y a une baisse de 2 log, on attend jusqu'à 8 semaines et ainsi de suite jusqu'à 12 semaines. Si le patient n'a pas guéri à 12 semaines, on le traite. S'il n'a pas une baisse de moins 2 log à chacune de ces étapes, on va le traiter immédiatement. Alors ça a été un peu battu en brèche par les recommandations de l'Association française d'études du foie qui ont été publiées la semaine dernière et qui disent que les hépatites C virales aiguës doivent être traitées dès leur diagnostic, sans attendre la chronicité. Ceci dit, ils ne s'engagent pas sur le délai de traitement. Nous, on dit au moins, on attend 1 mois, on regarde la charge virale. Voilà, là, ils disent dès le diagnostic. Bon. Pour traiter l'hépatite C aiguë, ça, on va y revenir, même schéma thérapeutique, et la prise en charge des hépatites C aiguës doit comprendre des séances d'éducation thérapeutique, évidemment, dans le cadre de la réduction des risques. Il reste 1 minute. 1 minute. Alors, vous décidez de retraiter votre patient très tôt par sofosbuvir, daclatasvir, sofosbuvir, riba, sofosbuvir, velpatasvir, glécaprévir, pibrintasvir, grasoprévir, elbasvir. Hépatite C aiguë, génotype 2. Qui me dit l'option A? Une personne. Qui me dit l'option 2? Ok. L'option 3. Un peu plus de mains. L'option 4. Pareil, ok. Et l'option 5, E. Alors pourquoi sofosbuvir, velpatasvir ou glécaprévir, pibrintasvir?
parce que c'est pangénotypique. Alors évidemment, si c'est génotype 2, A et B, ça va marcher, mais avec un taux de réponse qui est inférieur à ce que je vous ai mis en vert. Et par quoi traiter ? Eh bien, en fait, quand on regarde l'hépatite C aiguë, les essais que vous voyez listés ici, qui vous montrent là en particulier les résultats, eh bien, on voit qu'avec association, alors Sofodacla, ça n'a jamais été évalué dans les hépatites C aiguës. En revanche, les autres associations ont été évaluées, Soforiba, pas très bon résultat. Vous pouvez regarder, vous voyez ça au milieu ici. Donc le résultat n'est pas très bon. En revanche, ici, Grazoprevir, Elbasvir, très bon résultat, mais c'est un génotype 2, donc on ne peut pas l'utiliser. Donc il faut vraiment utiliser les associations pangénotypiques. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il est recommandé d'utiliser les mêmes associations que pour les hépatites C chroniques. Donc maintenant, pour les génotypes 2, c'est vraiment Sofosbuvir, Velpatasvir ou Glycaprevir, Pibrentasvir. Même schéma thérapeutique que ceux utilisés pour l'hépatite C chronique. Très rapidement, l'impact des DA comme Treatment as Prevention, la même chose que pour le VIH, quand on traite de façon massive les groupes à risque. Donc ici, c'est un joli travail qui a été montré à Amsterdam. En fait, c'est aussi une histoire de charge virale communautaire. Plus on va couvrir un grand nombre de patients par le traitement par les antiviraux directs, et moins on aura d'hépatite C aiguë. On est vraiment dans le même concept que pour le VIH, ce concept de TASP. Et puis au-delà des DA, c'est ma dernière diapo, évidemment, je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut ajouter toutes les mesures de réduction des risques. Donc ça, c'est une jolie étude de modélisation qui vous montre comment évolue la prévalence de l'hépatite C entre 2000 et 2024, avec uniquement les traitements historiques péginterferon ribavirine. Vous voyez qu'on était dans une augmentation constante de la prévalence. Alors évidemment, c'est mieux que quand il n'y a pas du tout de traitement. En revanche, utilisation des antiviraux directs, on voit qu'on arrive à infléchir la prévalence, mais on est ensuite à une stabilisation. Quand on augmente le taux diagnostique et que l'on traite les hépatites C aiguës, on va encore plus infléchir. Et en revanche, là où on va vraiment agir, c'est quand on va ajouter en plus donc les changements comportementaux, c'est-à-dire toute la réduction des risques. Donc quelques petits take-home messages. L'hépatite C aiguë, c'est une épidémie très dynamique. Vous avez vu les diapos d'introduction. Pour faire la différence entre échec thérapeutique et réinfection, on combine un nouveau génotypage et une analyse phylogénique, plus une séquence, alors ça on n'en a pas parlé parce que j'avais pas le temps en 15 minutes, mais un séquençage de résistance, on a vraiment un échec thérapeutique. Il faut traiter par les antiviraux actuels, et ce sont plutôt des formules courtes, 8 semaines. Il faut traiter tôt, et en tout cas pas plus tard que 4 semaines, si la pente de décroissance de la charge virale est trop lente. Et puis bien sûr, il faut associer des mesures de réduction des risques pour diminuer le risque de réinfection. Voilà pour ce cas d'hépatite C. Merci. Et je vais passer la parole à Gilles, qui maintenant va apporter hépatite B. On passe 5 minutes. Non, c'est bon, hein. Très bien, on y va alors. Tout d'abord... Donc la Suisse maintenant. La Suisse, ouais. Toutes mes excuses pour ma voix que j'ai laissée en Suisse. Et bonne fête à tous les Sénégalais qui ont leur fête nationale aujourd'hui. Je vais vous parler rapidement d'une patiente. On va se focaliser sur l'hépatite B. Donc c'est une dame qui a 54 ans, qui est suivie depuis une trentaine d'années dans notre service de maladies infectieuses à Berne, en Suisse. C'est une dame qui a vécu plusieurs échecs thérapeutiques sur le plan du VIH, mais qui a une situation stable depuis maintenant une dizaine d'années sous étravirine, darunavir et raltegravir. Elle a également une hépatite C chronique, génotype 4, sans maladie hépatique grave associée. Elle a des comorbidités, elle a une ostéoporose sévère, une hypertension artérielle qui sont les deux traitées. Et finalement, et peut-être le problème principal de ces dernières années, elle a une vasculite cérébrale, elle a fait plusieurs épisodes d'AVC, donc d'accidents vasculaires cérébraux. Et on va discuter ensuite rapidement des potentielles manifestations extra-hépatiques des hépatites virales. Donc, cette dame est traitée pour son hépatite B avec le tenofovir jusqu'en 2007. Elle développe une insuffisance rénale
et un syndrome de Fanconi. Tout d'abord, quelle est la partie du rein qui est principalement affectée par le ténofovir? Levez les mains rapidement, c'est le tubule proximal, le tubule distal ou le glomérule. Effectivement, on a entendu, non pas par des mains levées, mais par la voix de quelques personnes, que c'est le tubule proximal. On a une toxicité qui est principalement une toxicité mitochondriale, c'est-à-dire que quand la molécule entre dans les cellules du tubule proximal rénal, on a une affection de ces mitochondries qui ensuite empêchent les récepteurs et les canaux transporteurs du tubule distal de fonctionner, et donc on a une incapacité à réabsorber une bonne partie des éléments, notamment des protéines à bas poids moléculaire, mais aussi du glucose, du phosphore, etc. Et donc on pense que à peu près 20% des patients sous traitement de ténofovir ont une certaine forme d'atteinte tubulaire rénale. Le syndrome de Fanconi, c'est beaucoup plus rare, c'est moins d'1% des patients, mais c'est une tubulopathie complète, sévère, avec en général une acidose métabolique qui demande une interruption du traitement de ténofovir disoxopril fumarate. Donc, notre patiente est remise sous lamivudine, vu qu'il a fallu arrêter le ténofovir. Elle a plusieurs années de succès thérapeutique avec la lamivudine, ça c'est la charge virale de l'hépatite B ici en gris. Et vous voyez qu'en 2012, quelques années plus tard, donc à peu près 4-5 ans plus tard, on a une élévation de la charge virale de l'hépatite B. On fait un test de résistance et on a ces 4 mutations de résistance. À ce stade-là, que faites-vous? Donc on a un syndrome de Fanconi sous ténofovir, ensuite quelques années de lamivudine et ces résistances hépatite B. Quelqu'un veut se prononcer? Quelles sont les possibilités? Oui. Alors, l'antécavir, c'est une des propositions. Cette constellation de mutations ne permet pas un traitement avec l'antécavir. Quand vous avez une accumulation de plusieurs résistances, notamment celle-ci, ce n'est plus une possibilité. Mais c'est rare, hein, effectivement. Dans la plupart des patients qui ont une résistance à la lamivudine, on peut mettre l'antécavir, effectivement. D'autres possibilités? Alors, si, il est possible de traiter l'hépatite B avec l'interféron, mais c'est un mauvais médicament qui est toxique, qui a des chances de guérison qui sont faibles. Donc en général, ce n'est pas quelque chose qu'on entreprend quand il y a d'autres solutions. D'où ma question. Quelle proportion de patients est en échec de traitement après 5 ans de lamivudine en monothérapie pour l'hépatite B? Est-ce qu'il s'agit de 10 à 30%, de plus de 50%? Forcément, ce n'est pas la dernière, vu qu'on vient d'y répondre. Mais donc, c'est plus de la moitié des gens après 5 ans, ou c'est moins de la moitié? Je vois des... Voilà, effectivement. Donc, c'est plus de la moitié des gens. Ça, ce sont les données qui ont été mises ensemble des différentes études publiées jusqu'à présent. Et on voit à gauche que la lamivudine, eh bien, après une année, il y a 20%, et après 4-5 ans, il y a plus de la moitié des patients qui ont une résistance à la lamivudine pour l'hépatite B. On voit que l'antécavir, c'est beaucoup plus rare, à peu près 1%. Ce qui est le cas de notre patiente que je décris. Et puis ensuite, on a pour l'instant pas de résistance au ténofovir, que ce soit le TDF ou le TAF. Il y a quelques potentielles mutations qui ont été montrées in vitro, mais il n'y a jamais eu de conséquences, d'études qui ont montré une conséquence clinique. Donc, ce qu'on a fait, vu que c'était dans les années 2012-13, on a essayé de réinstaller le ténofovir tout de même pour traiter son hépatite B. Et comme vous voyez sur ce schéma, on a recommencé le ténofovir ici, la fonction rénale diminue à nouveau, la charge virale diminue à nouveau, et aussi ici en pointillé, là, vous voyez la fonction rénale qui baisse à nouveau un petit peu, on a restoppé, on a réintroduit, etc. Et c'est toujours la même chose, avec à la fin, en 2015, un syndrome de Fanconi à nouveau, avec une insuffisance rénale importante, et donc une nouvelle impasse de traitement. On a parlé avant des différentes possibilités, donc soit de doser le ténofovir une fois tous les 2 jours. On l'avait également fait dans cette situation-là, ça n'avait pas arrangé la chose.
on peut parler d'entecavir, pas dans cette situation-là. L'interféron, on en a discuté. Et donc là, on a eu la chance, en 2015, de recevoir le TAF pour notre patiente. Avant la mise sur le marché du TAF, c'était la première personne en Suisse qui a reçu le TAF. Et donc, suite à la mise sous TAF, vous voyez que la charge virale a immédiatement diminué. Et après à peu près une année, on a à nouveau une discrète augmentation de la clairance rénale. On a également fait un traitement de l'hépatite C à ce moment-là de notre patiente avec sofosbuvir et lédipasvir. Et vous voyez que en noir ici, on a eu un succès thérapeutique sur l'hépatite C. Deux, trois mots rapidement sur le TAF, vu qu'on en a parlé. Donc l'idée du TAF, c'est que le tenofovir se distribue donc de différentes manières. Le tenofovir en tant que tel ne passe pas la barrière de l'intestin, et donc il s'agit de donner des prodrogues. On a le TDF qui lui passe la barrière intestinale, mais déverse beaucoup de tenofovir dans le plasma et donc mène à ces toxicités osseuses, rénales, etc. Le TAF a l'avantage de ne pas perdre de la substance dans le plasma, ou très peu, et donc d'avoir une concentration maximale dans les cellules cibles. Et donc on a également moins d'effets secondaires rénaux, osseux, etc. En termes d'efficacité du TAF pour l'hépatite B, on a maintenant de bons résultats qui viennent de patients hépatite B mono-infectés. Vous voyez à gauche la comparaison du succès thérapeutique, donc de la charge virale indétectable à 2 ans. Et en rouge, vous avez le TAF et en gris, le TDF. Et vous voyez qu'on a plus de 90% des HBE antigènes négatifs qui ont une charge virale indétectable. Pour les HBE antigènes positifs, on en a moins, mais ça c'est attendu. C'est également le cas pour le TDF. Donc on n'a pas de différence de succès thérapeutique, que ce soit avec le TDF ou avec le TAF. Qu'est-ce qu'il en est pour les patients co-infectés avec le VIH? Il y a une belle étude qui a regroupé des patients américains et japonais. Et on a donc switché des patients qui étaient co-infectés VIH, VHB sous TDF qu'on a mis sous TAF. Et ce que vous voyez ici, ces barres ici bariolées, vous voyez que le 90% des patients restent avec une charge virale B indétectable. Et si vous regardez les protéinuries, on voit qu'on a une petite amélioration de la protéinurie générale, mais une amélioration significative, surtout des protéinuries tubulaires. Donc si on balance un peu le pro et le contre du TAF versus TDF, on voit que le safety rénal et osseux est meilleur. On a moins de problèmes à introduire le TAF avec des clearances à la créatinine faible, et probablement que le monitoring, on a moins besoin d'en faire également suite à l'introduction du TAF. Le problème principal au jour d'aujourd'hui, c'est le prix, c'est-à-dire que le TAF n'est pas encore disponible sous forme générique. Et donc, clairement, on a un problème pour l'instant, même en Europe. On a tout de même peu d'amélioration de la fonction glomérulaire des patients qui ont une insuffisance rénale. Ça, il faut le dire. On n'a pas de péjoration en général, mais on a également peu de patients qui améliorent leur fonction, entre autres parce qu'il y a d'autres facteurs de risque également que beaucoup de ces patients ont, que ce soit cardiovasculaire et autres, mais peu d'amélioration et finalement encore peu de données cliniques. C'est pour ça que l'ISL, donc la Société européenne du foie, a mis en place des recommandations quant à la préférence du TAF vis-à-vis du TDF, et ça c'est surtout chez les patients plus âgés, chez ceux qui ont des facteurs de risque en termes de maladies osseuses et chez ceux qui ont des problèmes rénaux au départ du traitement. Voilà, donc je vous ai dit qu'on a traité l'hépatite B correctement, on a traité l'hépatite C, on se retrouve avec des charges virales très basses ou indétectables. Et de manière intéressante, on a, dans les 2 dernières années, suite au traitement de ces 2 infections, on a eu la disparition des manifestations qui étaient potentiellement extra-hépatiques, notamment de ces problèmes vasculaires. D'où ma question sur les manifestations extra-hépatiques, parce qu'on n'en a pas parlé encore aujourd'hui. Quelle est l'affirmation qui est fausse? Alors, je les lis rapidement. Les plus fréquentes manifestations extra-hépatiques pour l'hépatite B sont la panartérite noueuse et la néphropathie membraneuse. La deuxième, une cryoglobulinémie, est fréquente avec le VHB, mais rare avec le VHC.
Et la troisième, c'est des cas de vasculite ont été décrits pour VHB et VHC. Qui est d'accord avec la numéro 1? Levez les bras. On a un bras levé. Donc, la panartérite noueuse et la néphropathie membraneuse sont fréquentes avec l'hépatite B. Oui? Bon, on a quelques mains levées. La cryoglobulinémie, c'est plus fréquent chez le B que chez le C. C'est pas vrai, ok? D'accord. Et des cas de vasculite ont été décrits dans les deux, ça c'est juste. Hein. Donc si on résume très rapidement un petit peu ce qu'on sait des manifestations extra-hépatiques, ça c'est pas une liste exhaustive, mais c'est les éléments principaux. Vous voyez que pour l'hépatite B, effectivement, la panartérite noueuse est la manifestation la plus fréquente. On a, surtout chez les enfants, avec une hépatite B chronique, une néphropathie membraneuse qui est possible et qui en général se règle avec la perte de l'antigène HBE. Durant la croissance. Et on a également des cas de certaines autres manifestations. Pour l'hépatite C, principalement la cryoglobulinémie qui pose des problèmes chez un bon nombre de patients. On a également des manifestations vasculaires et rénales et tout un registre d'autres manifestations, que ce soit des potentiels problèmes psychiques, donc dépression, fatigue chronique et même une association avec le lymphome qui a été mise en évidence pour ces hépatites virales. Voilà, donc les messages principaux, je dirais, de ce cas sont que la lamivudine n'est clairement pas une thérapie adéquate pour le traitement de l'hépatite B. Et donc là, il y a pas mal de lobbying à faire pour la mise à disposition du TDF pour la mono-infection hépatite B. Ça a déjà commencé dans quelques pays, notamment le Sénégal, où il est maintenant disponible pour un prix assez bas. On sait que le TDF peut causer une tubulopathie proximale, qui en général n'est pas grave, mais peut l'être. Le TAF est, comme je l'ai montré, efficace et avec un bon profil de toxicité pour le traitement de l'hépatite B. Et puis finalement, les manifestations extra-hépatiques, il ne faut pas les oublier. Ça doit effectivement également être une raison pour dépister l'hépatite C quand on a ce genre de manifestations. Donc quand vous avez un patient avec ce genre de manifestations, notamment une panartérite noueuse, etc., il faut dépister l'hépatite B et l'hépatite C. Et puis de temps en temps, on a une amélioration de ces affections avec le traitement antirétroviral ou antiviral avec succès. Question ? Bonjour. Moi, je voulais savoir, j'ai vu que vous avez arrêté et réintroduit le tenofovir à plusieurs reprises. Est-ce qu'il n'y avait pas de risque de favoriser les résistances? Bon, malgré, c'est vrai qu'il est plus puissant, il y a moins de résistance par rapport aux autres molécules, mais vous avez arrêté et réintroduit à plusieurs reprises. Et la deuxième question, si vous n'aviez pas le TAF, qu'est-ce que vous auriez fait? Bien, alors, disons, la première question, elle est assez simple, parce que comme je vous ai dit qu'il n'y avait pas de résistance au tenofovir pour l'instant, et que quand on l'a réintroduit principalement dans un dosage une fois tous les 2 jours, on sait également qu'il n'y a pas de risque de développer des résistances avec ce schéma-là. Donc, ce n'était pas vraiment l'inquiétude d'introduire des résistances là-dedans. Il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner. Quand on regarde dans la littérature des hépatites B mono-infectées, on a également ce genre de tableau clinique de tubulopathie sévère, etc. Il y a un cas qui a été publié très récemment par les Italiens, qui est vraiment la copie conforme de ce cas-là, chez un patient mono-infecté. Donc ce que les hépatologues nous disent souvent que ça n'existe pas, c'est pas vrai. Hein. Il faut le chercher. Quelqu'un a dit si on cherche pas, on trouve pas. Je pense que c'est la même chose au niveau des hépatites B mono-infection. Ça mérite d'être cherché et d'être dépisté. Et puis ensuite, pour la solution de ce qu'on aurait fait chez ces dames, ce qu'il faut dire, c'est qu'on avait de la chance de ne pas avoir de maladies hépatiques, donc de cirrhose et autres liées à cette hépatite B pour l'instant. Donc on n'était pas non plus dans une situation d'urgence extrême, on va le dire pour l'instant. Et au vu de l'amélioration des manifestations extra-hépatiques suite au traitement de l'hépatite C, peut-être qu'on aurait également réussi à régler ça sans le traitement efficace de l'hépatite B à ce moment-là. Donc on aurait pu se permettre, peut-être, dans cette situation-là, de ne pas traiter pour l'instant. Mais c'est sûr que le TDF, c'était plus à introduire, et l'antécavir n'était pas... Et je pense que l'interféron, elle, je ne l'ai pas mentionné, hein, mais elle avait eu un traitement d'interféron pour l'hépatite C par le passé, qu'elle n'avait pas du tout toléré, qu'elle avait arrêté après 1 mois. Donc ça n'aurait pas été une bonne solution d'introduire l'interféron chez elle.
On va prendre une dernière question ici devant, s'il vous plaît, le micro. C'est pour Karine. Merci. On me pose une question pour Oui. la Karine. Chez nous en Algérie, donc, il y a un traitement, donc, une recommandation donc, qui va commencer ces jours-ci donc, concernant l'hépatite donc, chronique C, mais aussi E, sofosbuvir, DACLA. Vous avez dit que ce n'est pas évalué. Donc, Non, dans l'aigu. Aigu. Non, mais nous, nos recommandations, ce serait dans l'aigu et dans la chronique. Et ce serait 12 semaines. Donc, ma question, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on devait faire pour l'aigu? Et la proposition que vous avez fait aussi, de proposer 8 semaines. Est-ce que c'est validé ou donc de mettre 8 semaines? Parce qu'avant, jusqu'à ces jours-ci, on a sofosbuvir, les dépasser. Alors donc pour les génotypes 2, si vous n'avez pas de traitement pangénotypique, il faut effectivement utiliser sofosbuvir daclatasvir, même si c'est une hépatite aiguë. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Je dis que ça n'a pas été évalué dans des essais, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il faut effectivement l'utiliser 12 semaines et non pas 8 semaines. Sofosbuvir ledipasvir 8 semaines, ça a bien été évalué dans les hépatites aiguës des génotypes 1 et 4. Ça marche à 8 semaines. En revanche, sofosbuvir daclatasvir, ça n'a jamais été évalué dans les hépatites aiguës. Il faut utiliser la même posologie que pour les hépatites chroniques, donc 12 semaines. Écoutez, je veux vous remercier tous de votre participation. Vous voyez bien que ce cours clinique ne peut fonctionner que si on est en petit nombre, enfin relativement petit, et que ça discute et qu'on est interactif et qu'on échange les pratiques. Et c'est ça qui fait la richesse de ce cours clinique qu'on essaye de maintenir pour les prochaines éditions. Donc je vous remercie et je vous invite, il y a un sympo sur les Caraïbes là, qui a un peu commencé, mais si vous voulez le rejoindre, je pense que le programme est très intéressant. À bientôt, bonne conférence.